Jour d'amour, jour de passion, en ce vendredi où la chrétienté tout entière va célébrer, on va dire, l'entrée de Christ dans sa passion, dans son amour débonnaire pour la multitude. Aujourd'hui, donc, nous voulons aussi placer ce vendredi saint sous le sceau de la sobriété, mais du partage de tout ce que l'on a à vous offrir aujourd'hui. Toujours, vous le savez, à marcher à deux. Bonjour Thierry. Bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est un jour spécial, un jour très important qui fait partie du Triduum pascal. Voilà, et aussi vous allez avoir une belle petite émission avec un beau programme concocté pour vous et ce jusqu'à 8 h. Comme je l'ai dit, on va voyager un peu avec votre esprit à travers un beau programme, Alix. Tout à fait. Ce programme sera articulé de plusieurs escales. Vous savez, les vendredis, nous avons ici l'habitude de vous offrir, comme à l'accoutumée, les informations. Mais avant, ce sera la couleur du temps. Et puis, pas Mr. Friday aujourd'hui, il vous l'a annoncé hier. C'est Régis Kofi qui sera de la partie pour les deux notes d'information. Bien sûr, et moi je suis content pour ça. Allez, pour la suite aussi, vous aurez du sport, on aura la routine matinale, un reportage aujourd'hui qui va nous emmener en pays ouest pour découvrir la lutte traditionnelle, oui, qui se fait ailleurs, mais chez nous aussi. Et bien sûr, on parlera de Paquinou et de Covid-19. Tout à fait, autre culture qui nous accueillera aujourd'hui, celle célébrée particulièrement par le Grand V, les Baoulés qui se sont appropriés cette fête, mais nous sommes dans un contexte assez particulier, en compagnie d'un sociologue émérite. Nous allons essayer de faire comprendre aux uns aux autres comment peut-on célébrer cette manifestation, cette fête, tout en respectant les mesures sanitaires idoines. Voilà ainsi le beau paquet. Il n'est pas exhaustif, vous aurez le temps de découvrir encore d'autres surprises. Même pour l'heure, allons faire un tour dehors. Mesdames et messieurs, bonjour. Le littoral, le sud forestier et l'ouest observeront en début de matinée un temps nuageux qui sera progressivement ensoleillé. Les régions du centre, de l'est et du nord seront marquées par un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures au cours de cette matinée afficheront 24 degrés à Bangoro, 27 à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou et Boaké, 23 à Bouna et Bundiali, 24 à Daloa, 23 à Dimbokro et Gagnoa, 24 à Guiglo, 23 à Korogo, 22 degrés à Man et à Oidiene, 24 à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 à Soubré, Tabou et Tiasalé. La ville de Touba affichera 23 degrés également pour Yamsoukro. La présence des vents secs sur les régions du nord, du centre et de l'est y favorisera un temps chaud et relativement sec avec la présence de brumes sèches. À l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral, le temps sera nuageux avec possibilité en fin d'après-midi d'orages isolés accompagnés localement d'averses de pluie. Au cours de cet après-midi, les températures afficheront 35 degrés à Bangoro, 32 à Abidjan, 33 à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou. La ville de Boaké affichera 34 degrés, 36 à Bouna et Bundiali, 35 pour Daloa et Dimbokro. La région du Go affichera 34 degrés, on notera 35 à Guiglo et dans le Poro, 33 à Man. La ville de Odiene affichera 35 degrés, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré. La ville de Tabou affichera 31 degrés, 33 à Tiasalé, 35 à Touba et enfin 34 degrés à Yamsoukro. Merci de rester en notre compagnie tout au long de ce bulletin météo. Au cours de cet après-midi, on notera un temps sec et chaud dans la partie nord, centre et est du pays. Très bonne journée à tous.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, ça y est, les débats peuvent démarrer à l'hémicycle. Les députés ont fait leur grande rentrée ce jeudi et c'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne qui a procédé à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire pour la législature 2021, plaçant son mandat sous le double signe du travail et de la cohésion. Amadou Soumaoro a donc souhaité voir une Assemblée nationale qui incarne la démocratie et le développement, en d'autres termes, le respect de la différence pour la prise en compte des aspirations profondes des populations. Cette session à laquelle a assisté le Premier ministre Patrick Achi marque également l'ouverture solennelle de la 12e législature de l'institution. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait don de plusieurs tonnes de vivres aux communautés chrétiennes de Côte d'Ivoire afin de leur permettre de bien célébrer la fête de Pâques. Ce don d'une valeur de 130 millions de francs CFA, fait au nom de sa fondation Children of Africa, a été réceptionné par des représentants de différentes confessions religieuses chrétiennes. Le point de Mama Traoré. Cocody les ambassades, au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. La surface du jardin est en grande partie occupée ce jeudi par d'importantes quantités de sacs de riz, de couscous, de pâtes alimentaires, d'huile, de lait et de sucre. D'ordinaire en ces lieux, un tel décor indique un geste de solidarité que s'apprête à manifester la maîtresse des lieux, la première dame Dominique Ouattara. L'heureuse bénéficiaire du jour est la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, communauté qui s'apprête à célébrer le week-end de la fête de Pâques. Ces généreux dons auront indubitablement un impact bénéfice majeur aux personnes en difficulté de nos différentes communautés, parce que nos cœurs et nos mains seront le prolongement de l'acte que vous posez à cette heure, ici, chez vous. Alors même que la pandémie n'est pas encore jugulée, les effets économiques de Covid-19 se font sentir dans tous les domaines, dans la vie de nos communautés chrétiennes aussi. Votre cœur de mère, votre cœur d'épouse vient nous manifester la délicatesse de votre bonté. Soyez-en infiniment remerciés. Valeur estimée de ce don de vivres, 130 millions de francs CFA. La première dame le fait au nom de sa fondation Children of Africa. Le général Wagondo Diomandé, premier responsable des cultes en Côte d'Ivoire, n'en est pas surpris. Madame la première dame, que Dieu vous aime. Parce que vous donnez sans contrainte. Parce que vous donnez sans tristesse aucune. Mieux, vous donnez avec joie. Vous donnez sans compter. Et vous procurez ainsi la joie de vivre à des millions de vos semblables. Justifiant ce don par le partage recommandé en cette semaine sainte, Dominique Ouattara exhorte les guides religieux chrétiens à multiplier les prières pour la nation. Pâques est la plus grande célébration du christianisme et donc une journée de grande réjouissance. Il me tenait donc à cœur d'apporter mon soutien et celui de la Fondation Children of Africa aux familles chrétiennes et en particulier à nos frères et sœurs défavorisés afin de leur permettre de passer la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse. Comme vous le savez, nous avons traversé de douloureuses épreuves ces derniers mois. Notre pays vit des moments difficiles, certes, mais pour nous, les croyants, il est essentiel de garder la foi. Donc, à l'orée de cette fête de Pâques, symbole de renaissance, je voudrais vous demander d'organiser des chaînes de prières œcuméniques pour notre pays. Aussi voudrais-je inviter, avec insistance, toutes les communautés chrétiennes et musulmanes à multiplier les cultes, les demandes de messe et les prières ardentes pour notre nation, pour que des jours heureux succèdent à ces moments de tristesse. Ces dons seront réceptionnés par les paroisses catholiques, les églises évangéliques, protestantes, révélées d'Afrique et les associations religieuses. Ouvrons à présent le chapitre de la Défense. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est rendu ce jeudi à Kafolo, près des troupes engagées
pour s'imprégner de la situation sécuritaire et assurer aussi l'engagement de l'État aux côtés des hommes sur le terrain. Dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, 2 positions des forces armées de Côte d'Ivoire ont subi des attaques armées. La première est survenue à Kafolo et est le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. La deuxième attaque est survenue à Kolobougou, où un poste de la gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Et oui, ce sera avec le même sourire et la même joie pour donner encore des informations, cette fois-ci à l'international. Allez, un peu de sport dans cette émission. Donc, le fitness aujourd'hui, ce sera du Zoblazo pour tonifier le corps. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Merci au coach Jocelyn sur cette totémique chanson du professeur Awolowo, monsieur Oui, comme j'aime à l'appeler, qui nous donne le ton pour accueillir Renaud Kobia dans l'allégresse. Nous sommes en joie en ce vendredi et nous la partageons avec vous maintenant dans la revue de presse. Voilà, après, mais oui, on reste concentré quand même. Voilà, on a failli être déconcentré, mais ça peut aller. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors, première information de cette revue de presse, l'Assemblée nationale a effectué sa rentrée hier. Oui, à ce sujet, le quotidien Le Matin barre à sa une de ce vendredi 2 mars 2021. Le Parlement de la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. En croire le confrère, à l'occasion de cette rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a tenu un discours rassembleur. Amadou Soumaoro a déclaré, selon Le Matin, par-delà nos différentes sensibilités, nous devons aller à la cohésion. Et on reste sur le même sujet, la reprise des activités parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale prône la cohésion au sein de l'hémicycle. Je m'engage à être le président de tous les députés. C'est avec ces mots que le patron de la Chambre basse du Parlement ivoirien a invité les députés à avoir une collaboration apaisée et cordiale au cours de cette nouvelle mandature pour laquelle toutes les tendances politiques nationales sont représentées au Parlement. Et concernant justement la participation de l'opposition aux législatives du 6 mars 2021, Amadou Soumaoro, selon l'intelligent d'Abidjan, a indiqué qu'il était heureux qu'elle ait saisi la main tendue du président de la République. Un autre sujet qui nous amène au nord de la Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense était hier à Kafolo. Oui, le ministre Téné Birahima est allé remonter le moral des troupes en poste à Kafolo ce mercredi, après l'attaque que celles-ci ont subie dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, en compagnie du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, ainsi que du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Défense, selon l'expression, a fait le point de la situation sécuritaire dans cette zone qui avait déjà été l'objet d'une attaque au mois de juin 2020, attaque au cours de laquelle 14 personnes avaient péri au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Et cet autre titre, après avoir été acquitté par la CPI, l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas au bout de ses peines. Oui, c'est ce qu'indique le Patriote. Selon le confrère, s'ils ont pu se tirer des griffes de la justice internationale après la fermeture de leur procès devant la Cour pénale internationale, l'ex-chef d'État ivoirien Charles Blé Goudé ne sont pas pour autant tirés d'affaire en Côte d'Ivoire et leur retour au pays ne se fera pas aussi facilement. À en croire le confrère, au regard des condamnations de 20 ans de prison que les 2 ex-pensionnaires de la prison de La Haye ont écopé chacun en Côte d'Ivoire et aussi la levée de bouclier que leur acquittement définitif a provoqué au sein du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, rien n'est encore acquis pour Gbagbo et Blé Goudé. Et justement, à ce sujet, l'expression indique que Charles Blé Goudé demande pardon au président Alassane Ouattara. Oui, c'est dans un entretien accordé à France 24, juste après son acquittement définitif, que Charles Blé Goudé a demandé pardon à toute la Côte d'Ivoire et particulièrement aux autorités ivoiriennes pour tout ce qui a pu se passer pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Charles Blé Goudé a également lancé un appel aux autorités ivoiriennes espérant de leur part l'amnistie qui lui permettrait de revenir en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Plus de précision dans l'expression. Et une des communes du district d'Abidjan a vu son marché parti en fumée. Il s'agit du marché de Port-Boué-Jardin dans la commune aéroportuaire, communément appelée le Black de Port-Boué. Ce marché a été ravagé par le feu dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incendie qui s'est déclenché autour de 1 h du matin, selon les témoins, a tout emporté sur son passage, calcinant tous les commerces qui se trouvaient en ce lieu. Et selon l'Inter qui s'est rendu sur les lieux, c'est plus de 200 magasins qui ont été emportés par les flammes.
une note plus gaie, eh bien, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête de Pâques de cette année soit une réussite totale. En tout cas, l'un des ingrédients principaux de cette fête ne risque pas de manquer sur le marché. Il s'agit du vin, dont plus de 40 000 bouteilles sont en route pour Abidjan. Et ces millésimes qui proviennent de la France arrivent spécialement pour la fête de Pâques. Et à en croire Benjamin Thieux, spécialiste des techniques de fabrication et de conservation des vins qui est cité par Soir Info, toutes les dispositions étaient prises pour que la Côte d'Ivoire, qui, il faut le dire, est le premier marché africain de vin de Bordeaux en Afrique, soit pleinement ravitaillée en cette période de fête. Il faut aller mollo-mollo avec le coude, sinon vous risquez de terminer dans Biche. Oui, on referme la semaine de la revue de presse avec Biche et actualité oblige, le confrère est aux couleurs de la Pâques, fête qui en Côte d'Ivoire revêt un sens particulier pour la communauté baoulé qui l'a baptisée Pakinou. Et à cette occasion, l'hebdomadaire satirique leur consacre son édition de cette semaine et en fait fait à sa une à travers la belle illustration que nous avons là. On a l'image là à l'écran. Biche fait le tour en image de ce qui se passe à l'occasion de cette célébration pascale en pays baoulé. Et il conclut aux couleurs de la Pakinou avec une belle boutade qui est ainsi libellée, je cite, « Une servante qui reste à son poste à Pakinou, eh bien, elle n'est pas baoulée ». C'est Biche qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Elle ne bouge pas, ces intérêts sont là, tout simplement. Bon, ça maintenant, ça reste à vérifier. Donc, il faut vérifier, effectivement. Ouais. Et on souhaite que d'autres soient restés. la libérer. Bon, en tout cas, on ne souhaite pas que toutes les servantes partent. Oui, on souhaite que d'autres restent quand même. Non, sinon, ça ne va pas être facile. Pour s'occuper de la maison. On va faire la fête ensemble. Et puis, avec l'image qu'on vient de voir, comme on le dit à Abidjan, ils sont collés. Hein. Ils n'ont qu'à respecter les mesures barrières. Il faut respecter les mesures barrières en cette période. Et surtout, il faut porter le masque. Parce que même si c'est difficile, parce que dans les cars, les gens ils sont assis côte à côte, donc il faut porter le masque. Justement, c'est là-bas qu'il faut vraiment porter le masque et arriver au village. Il y a vraiment de l'espace pour pouvoir respecter la distanciation. Oui. Il faut vraiment faire attention. En tout cas, on en parlera. On m'avait fait ça tout à l'heure avec la chanson de Frédéric Ewi. Mais oui, ça aurait dû passer après la revue de presse. J'aurais esquissé quelques pas de danse avec le mouchoir. Ne vous inquiétez pas, bien grave. On va la diffuser au bureau. Pendant la réunion de production. Bon, là-bas, il y aura plus d'espace. Ça va se faire dans la confidentialité totale. Oui, merci beaucoup. Ce qui se passe à Matin Bonheur n'est pas si confidentiel. Suivez mon regard en fin de saison. Bon. Merci à Renaud. Voilà, allez, nous allons poursuivre cette émission et vous proposer autre chose, bien sûr, la routine matinale maintenant. Bonjour à tous, je suis coach Priska, coach de vie certifié et c'est avec beaucoup de joie que je vais vous parler de ma routine matinale ce matin. Avant, je ne savais pas ce que c'était qu'avoir une routine matinale. Et donc, je me levais le matin, je sautais immédiatement dans la douche, je prenais mon bain et je filais au travail. J'ai constaté que mes journées étaient difficiles, pénibles, j'avais du mal à définir mes priorités, j'avais du mal à me sentir bien tout au long de la journée et c'était compliqué. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai compris que la qualité de la gestion de mon temps était liée à la qualité de mes revenus. Et donc, si en tant qu'entrepreneur, je voulais bien développer mon entreprise, il fallait que j'apprenne à gérer mon temps. C'est là que j'ai décidé de me former sur la question de la gestion du temps. Et j'ai découvert ce qu'on appelle avoir une routine matinale. Depuis que j'ai découvert cette belle habitude, les choses ont changé dans ma vie. Je suis devenue beaucoup plus productive, je suis en paix pour démarrer chacune de mes journées, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, mes priorités sont définies, sont clarifiées et mon niveau de productivité a augmenté de façon incroyable. Alors, c'est quoi mon process de routine matinale? J'ai compris que si je veux bien démarrer ma journée, il faut que j'apprenne à me lever tôt. J'ai décidé donc de me lever chaque 4h30, entre 4h30 et 5h du matin, je me lève. Pour dire au sommeil que c'est fini entre nous, je vais dans la douche, je me brosse les dents, je lave mon visage, je me rafraîchis et je commence ma routine matinale. La première étape de ma routine, ça va être la prière et la méditation. Comme je viens de me réveiller, que je suis un peu bizarre, donc j'écoute de la musique chrétienne, louange, adoration, pour pouvoir faire monter en moi l'énergie de la prière. Je prie, je prends le temps de lire ma Bible, de méditer, de réfléchir vraiment sur ce que je viens de lire et de voir comment je peux l'appliquer à ma vie.
La deuxième étape, après la lecture biblique, ça va être de faire ce qu'on appelle 3 pages d'écriture. 3 pages d'écriture pour me libérer de toutes les charges mentales qui occupent mon esprit. Mes préoccupations, les questions que je me pose, les défis auxquels je suis confrontée. Je prends le temps d'écrire sur 3 pages tout ce qui me vient à l'esprit. Et ce concept a été développé par Julia Cameron, une Américaine, dans son livre « Libérez votre créativité ». Elle dit que le matin, quand on se réveille, il est bon de prendre le temps d'écrire pour se vider justement de tout ce qui constitue une charge mentale pour notre esprit. Et moi, je le fais dans ce que j'ai appelé mes journaux de vie. Mes journaux de vie, donc j'ai commencé depuis 2017. Là, vous avez mes 2 journaux de 2017. Là, vous avez 2018-2019. Et puis là, le journal de 2020-2021. Donc, je vais prendre le temps dans ces journaux-là de vraiment écrire tout ce qui me vient à l'esprit. Je vais parler de tous les domaines de ma vie où je suis bloquée, mes peurs, mes craintes, mes soucis, tout est écrit là-dedans. Et ces journaux-là, c'est vraiment ma vie. Et quand je prends le temps souvent de relire ce que j'ai écrit depuis 2017, je vois combien de fois j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis développée personnellement. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Quand je finis d'écrire dans mes journaux ou dans mon journal, je vais planifier ma journée avec mon Priscala Life Planner. Je suis la conceptrice de ce planificateur et l'objectif, c'est vraiment de vous donner, de planifier votre journée en date, en heure, tout le long de l'année. Donc, je vais définir mes 3 actions prioritaires de la journée, je vais revoir mes rendez-vous, je vais agencer mon agenda et quand c'est comme ça, je suis prête pour démarrer la journée avec force, avec puissance. Je vais ensuite faire un peu de sport, zumba, yoga, danse, pilates pour me reconquérir physiquement. Je prends mon bain, je m'occupe un peu de tout ce qui est à faire dans la maison, les enfants, je laisse les consignes pour les filles de ménage et tout, et je pars au travail. Depuis que je fais ça, chaque fois que j'ai respecté cette routine matinale, ma journée a été extraordinaire. Et c'est quelque chose que je te recommande d'expérimenter. Dès demain matin, tu m'en diras des nouvelles. Bisous, bisous. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en visite à Bamako où elle a rencontré le président malien de la transition, Bandao. La ministre française des armées, Florence Parly, réagit à l'enquête de l'ONU mettant en cause l'armée française pour des frappes réalisées début janvier dans le centre du Mali. Selon elle, tous les principes fondamentaux qui visent à préserver les civils ont été appliqués. On l'écoute. Nous avons pris connaissance du rapport qui a été produit par la Direction des droits de l'homme des Nations Unies. Tout d'abord, je voudrais me féliciter qu'une mission de l'ONU puisse enquêter en toute indépendance et rappeler un certain nombre de faits. Le premier, c'est que cette frappe a été conduite dans la région du village de Bounti le 3 janvier et qu'elle a été précédée d'un processus de ciblage extrêmement rigoureux et robuste qui permet d'assurer le strict respect du droit des conflits armés. Tous les principes fondamentaux qui visent à préserver les civils ont été appliqués. Et je le réaffirme ici avec force. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Je rappelle qu'il n'y a eu ni femmes ni enfants parmi ces victimes et que cette phrase était destinée à neutraliser des éléments terroristes. La réalisatrice tunisienne Benania, dont le long métrage « L'homme qui a vendu sa peau » est le premier film tunisien jamais sélectionné aux Oscars, a appelé les autorités de son pays à accompagner davantage la production cinématographique après cet événement historique. C'est une première pour la Tunisie, a-t-elle souligné à l'AFP. C'est un rêve réalisé, une réussite obtenue à la sueur de notre front. Le film qui met à l'affiche l'Italienne Monica Bellucci, le Syrien Yahya Maïni évoque le pacte phocéen d'un réfugié syrien avec un artiste contemporain pour passer les frontières
de l'Europe. Il va falloir 3 ou 4 jours pour résorber le gigantesque embouteillage sur le canal de Suez. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi promet que son pays va se doter des équipements nécessaires pour éviter un nouveau blocage de cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial. Le trafic y a été interrompu pendant une semaine à cause d'un porte-conteneurs géant qui s'était retrouvé coincé dans le canal. Reportage. Ils ont enfin pu repartir avec leur chargement de pétrole, de marchandises ou de bétail. Comme ce cargo, plus de 400 navires sont restés bloqués plusieurs jours dans le canal de Suez. Il aura fallu une semaine pour remettre à flot l'Ever Given. Cet immense porte-conteneurs s'est retrouvé coincé, bloquant toute navigation sur cet axe clé entre l'Europe et l'Asie, où transite environ 10% du commerce mondial. Une dizaine de remorqueurs pour dégager le navire, des dragues pour creuser jusqu'à 18 mètres sous sa coque, près de 200 personnes mobilisées nuit et jour. Et enfin, mercredi soir, les responsables égyptiens ont pu annoncer la bonne nouvelle. J'annonce officiellement la réouverture du canal de Suez qui recommencera à fonctionner à 18 h dans les deux sens. Le blocage pendant une semaine d'aussi gigantesque livraison aura coûté cher, 6 à 10 milliards de dollars par jour, selon l'assureur Allianz. Et l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Autant dire que c'est un scénario que le pays ne veut pas revivre. Dès le lendemain du déblocage, le président Al-Sisi assure que l'Égypte va acquérir tous les équipements nécessaires pour éviter qu'un tel incident se reproduise. Les fortes rafales de vent d'abord évoquées pour expliquer l'échouage de l'Ever Given ne seraient pas la seule cause. C'est peut-être dû à une erreur technique ou humaine qui sera révélée pendant l'enquête. De nombreuses erreurs pourraient en être la cause, mais nous ne pouvons encore rien prouver. La seule raison évidente est qu'il y avait de fortes rafales de vent et une tempête de sable. Mais ce ne sont pas les seules erreurs. D'autres seront révélées par l'enquête. Ce qui est certain, c'est que cet incident a prouvé combien le commerce mondial, désormais à flux tendu, est devenu vulnérable. Avec toujours moins de stocks pour limiter les coûts, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fragiles. À Rome, une équipe médicale de l'hôpital universitaire Campus Biomédico Tres des Chiens a détecté la présence de coronavirus dans la sueur humaine. Les essais qui existent aussi dans d'autres pays pourraient permettre de mieux cibler les personnes à tester. Les chiens, avec leur truffe hypersensible dotée du récepteur olfactis, sont de plus en plus utilisés pour détecter les maladies humaines comme le cancer ou le diabète. Mais certains scientifiques estiment que les tests de ce genre n'ont pas encore été adoptés à grande échelle, en partie à cause du manque d'études scientifiques sur le sujet. Ainsi va le monde dans l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Merci beaucoup, Régis. Kofi, que nous allons retrouver, Inch'Allah, aussi vendredi prochain, à part une bonne semaine lundi. Ça, il ne veut pas l'entendre, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, nous sommes dans la deuxième heure de cette émission. Vous aurez encore d'autres articulations que nous allons vous proposer. On parle maintenant d'un sujet que nous maîtrisons et que nous connaissons chez nous en Côte d'Ivoire. Prévision ou provision de plusieurs mois avant, ferveur dans les gares routières, retrouvailles festives donc, tout y passe lorsqu'on parle de Pâques, mais surtout en pays baoulé, lorsqu'on parle de Paquinou. Cependant, la crise sanitaire à Covid-19, eh bien, depuis l'an dernier, impose sa loi à notre Paquinou national. Dans un communiqué du ministère de la Santé qui appelle à la vigilance pour cette année 2021, nous allons évoquer Paquinou et Covid-19. Ce sera avec notre consultant dans quelques secondes, juste après ceci. Et de retour, nous sommes déjà en compagnie de notre consultant du jour, Monsieur Il Nilbian Niquez. Bienvenue à vous, cher consultant. Bonjour. Bonjour, bienvenue, monsieur. Merci.
Alors, le sujet a été bien planté par Thierry Angeval. On parle de Paquinou et Covid-19. C'est sûr que l'on a segmenté notre analyse sur la célébration à connotation culturelle et non pas spirituelle. Mais en amont, on va quand même faire l'historique de la Pâque. Oui, effectivement, la Pâque telle que les chrétiens la connaissent correspond effectivement à la résurrection. Donc, globalement, c'est ce que nous connaissons des Écritures saintes. Voilà. Et pourtant, quand on observe aujourd'hui, par rapport à ce qui a été planté comme décor, force nous est de reconnaître que c'est ce que nous, les sociologues, appelons syncrétisme. C'est-à-dire que nous avons des pratiques sociales telles que ce qui est vu, d'abord, ce sont les réjouissances, mais derrière, ce sont les retrouvailles. Les retrouvailles se scindent dans plusieurs aspects. À savoir qu'à l'origine, c'était des baoulés qui allaient en basse-côte, comme on le disait. Donc, ils suivaient un peu la filière cacaoyère. Donc, ils descendaient dans ces zones de forêt pour planter le cacao, pour se retrouver dans les champs. De telle sorte qu'à la faveur de cette période de Pâques, où il y avait moins de travaux champêtres, ils faisaient un mouvement, l'exode dans l'autre sens, pour venir célébrer la famille, venir célébrer les ancêtres, enfin, ceux qui étaient décédés, qui étaient devenus des ancêtres. Eux-mêmes venaient aussi présenter leur progéniture. Ils en profitaient pour parler du développement de la région. Et donc, c'était une occasion véritablement pour ce que les sociologues appellent le fait social total. C'est-à-dire, on part d'une festivité a priori, mais en réalité, ce sont tous les phénomènes sociaux de famille, de funérailles, de croyances aussi, parce qu'en Afrique, quand on parlait de funérailles, c'était automatiquement la relation avec l'au-delà. C'est-à-dire que c'était fleurir les tombes, c'était aller se recueillir sur les tombes. C'était aussi les questions de naissance, parce que tous ceux qui étaient nés à l'extérieur, on pouvait naturellement féliciter les brus ou féliciter les fils et célébrer les petits-fils. Ok. C'est ce qu'on peut dire en gros en attendant les autres questions. Bien sûr. Merci en tout cas de nous faire ressortir cette belle connotation sociale de cette fête de Pâques. Avant de revenir à vous, nous allons avec nos populations Paquinou en temps de Covid-19. Donc, les Ivoiriens se prononcent. Paquinou et la Covid vont de pair. Donc, de sorte on doit fêter Pâques, mais sans oublier les mesures barrières. Le peuple baoulé a adopté la Pâques en quelque sorte. Voilà, donc ça fait que chaque année, il y a une affluence de personnes qui se rejoignent du côté du village pour fêter cet événement. Donc, dans le cas de cette année avec la Covid, c'est un peu plus complexe. Voilà, un peu plus complexe dans le sens où il y a des restrictions qui sont là, qu'il faut respecter. Mais malgré ça, il y a toujours une affluence. Voilà, je pense que c'est le moment pour le gouvernement de passer des messages de sensibilisation. Vu que l'année dernière, la Covid a empêché bon nombre de personnes de pouvoir se retrouver, célébrer la Pâque, cette année, c'est, je peux dire, une année de rattrapage. Voilà, donc les gens vont vraiment profiter. Voilà, bien vrai que le corona existe toujours, mais cette année, les gens vont beaucoup profiter. Donc, je ne pense pas que les gens puissent respecter à la lettre les mesures barrières. Mais vu que le coronavirus fait encore des victimes, il serait important, n'est-ce pas, de faire un effort, voilà, de respecter ces mesures-là pour éviter d'attraper le corona. Cette fête de Pâques, c'est sûr qu'ils ne vont pas respecter les mesures barrières. Parce que tout le monde serait excité par la fête de Pâques, qu'on ne va pas respecter les mesures barrières. Franchement, moi particulièrement que je vous parle, c'est pas sûr que je vais respecter cette mesure barrière-là le jour de la fête, parce qu'avec la joie, l'euphorie et tout ça. Voilà. Déjà, pour emprunter les cars jusqu'à arriver au village, c'est pas sûr que les mesures barrières soient respectées. Avec les attroupements, l'euphorie de la fête, donc je suis pressé d'aller voir mon parent. Beaucoup vont négliger. Et puis, bon, ils se diront quoi, il n'y a pas de surveillance en tant que telle qui viendra jusqu'au village, voir si je respecte les mesures barrières. Non, ils ne vont pas respecter. Il n'y aura pas que nous avec les restrictions des mesures barrières.
mais c'est le non-respect qui va créer des dommages. Parce qu'on va se retrouver, peut-être ma soeur est quittée en France ou bien ma soeur est quittée en Amérique. On ne sait pas, elle est venue avec quoi. Voilà, peut-être elle a chopé le corona là-bas. Elle vient maintenant, nous tous là, toute la famille envoie le corona. Pour nos parents qui doivent aller en Pâques, nous, pour éviter le coronavirus, ils doivent se protéger, laver les mains, faire les accolades. En même temps, on va dire que la Covid ne va pas certainement empêcher les gens de partir chez eux. Pour la Pâques qui nous le fait, si l'État tient à ce qu'on respecte les mesures barrières, peut-être que dans les cas, il faudrait aussi que des mesures soient respectées. Ou à la limite, le gel main, peut-être à la montée du car. Donc c'est d'inviter surtout les populations à faire plus attention. Et voilà, merci en tout cas à Pascaline Kwame qui nous a recueilli toutes ces réactions. Et tout de suite, j'ai envie de vous demander à M. Yin le décryptage de ces différentes réponses. Bien, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que les gens ne font pas le lien entre la propagation du virus et les comportements humains ou les comportements sociaux. Et vous avez bien fait de poser les deux problématiques en même temps, parce que c'est le lieu et le moment de retrouvailles, donc de sociabilité intense, au sens où ceux qui ne se sont pas vus se retrouvent, se donnent les accolades, se jettent les uns sur les autres. D'autres l'ont dit, depuis le quart déjà, on commence à s'agglutiner. Et donc, c'est tout ce que le corona recherche pour se propager. Donc, c'est une vraie question qui est posée, mais d'ici qu'on se pose la question de l'État et de d'autres personnes, on doit poser la question de la responsabilité. Parce que si vous voulez voir votre parent cette année, l'année prochaine et autant d'années, je pense que ça commence aujourd'hui par faire attention. Faire attention, déjà, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et ils l'ont dit, mais peut-être un aspect qu'ils n'ont pas souligné, c'est l'alcool. Parce qu'on parle d'euphorie, mais derrière toutes les fêtes, derrière les festivités, derrière les retrouvailles, vous voyez qu'au début, je parlais des dimensions sociales de Paquinou. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la dimension peut-être éthylique et la dimension de sexe qui est là. Et donc, vous voyez que ce serait encore pire que... et il y a un qui a parlé de rattrapage, ça c'est encore plus grave, parce que tout se passe comme si l'année dernière, nous étions confinés. Et donc, on va faire le rappel cette année. Oui. Et je pense que ce sont... Oui, c'est autant d'éléments qui peuvent faire qu'on ait un Paquinou peut-être euphorique cette année, mais dramatique pour les années à venir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la responsabilité de tout un chacun. Vous parlez de Paquinou dramatique. Avec tout ce qui se dit et tout ce qui a été dit aussi dans ce micro-trottoir, on peut aisément dire nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je dirais, quand on veut célébrer la vie, il faut donner une chance à la vie. Voyez-vous, si aujourd'hui je veux voir mes parents les célébrer, être heureux avec eux, parler de développement, parler de demain, parler de nos petits-fils, parler de notre village, parler de notre pays, parler de combien de fois ils m'ont manqué, il faudrait que je fasse l'effort de me donner des chances de prolongement de cela. C'est-à-dire célébrer la vie en donnant la vie, en donnant la mort ou en favorisant le virus. Véritablement, vous avez raison, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a une vraie prise de conscience qui doit se faire, qu'on ne doit pas vouloir vivre à tout prix. C'est-à-dire que la vie demande de la prudence, oui. La vie demande de l'attention, la vie demande d'être adulte, la vie demande d'être responsable, la vie demande d'être modéré et d'être tempéré. Il faut éviter d'être intense, parce que l'intensité peut nous conduire dans des travers. Tout à fait. Et parlons toujours de responsabilité, le maître mot pour pouvoir rester en vie. Nous sommes aussi dans une société qui est régie à telle enseigne que les responsabilités sont partagées et sont diversement, on va dire, interprétées. Oui. L'année dernière, on a eu des mesures ou des notes de communication émanant d'institutions ou de structures bien établies qui faisaient état de ce qu'on ne devrait pas célébrer cette fête en tant que telle parce que nous sommes en période sanitaire critique. Oui. Qu'est-ce qui a changé de là à là pour parler comme les Ivoiriens, pour qu'on puisse s'octroyer encore la possibilité de fêter comme d'antan? Bien, vous avez raison, parce que l'année dernière, c'était incertain, on ne savait pas, c'était nouveau. On voyait beaucoup de gens entubés un peu partout. C'est vrai que moi, j'ai fait 2 émissions sur la Covid, mais les gens n'y croyaient pas. Ils disent que c'était Saint-Thomas, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu de cas. Personne n'est venu témoigner. Et donc, vous voyez que déjà l'année dernière, il y avait la peur du gendarme, puisque déjà, il y avait des rafles. Il y avait également beaucoup de communiqués, et vous avez raison, et on était sommé de rester chez nous.
Donc il y avait beaucoup de choses en même temps, sans compter les communiqués, il y avait beaucoup de relais dans les langues nationales et tout ce qui se passait. Et au fur et à mesure, les gens ont eu l'impression, puisqu'il y a eu d'autres phénomènes de regroupement après, tels que les élections, tels que des funérailles, tels que beaucoup de choses. Donc les gens ont eu l'impression que les choses se sont évaporées. Et à l'époque, on suivait les communiqués pour savoir le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de ceci. Donc on restait encore toujours dans la hantise. Et après, les gens ont eu l'impression qu'il n'y avait plus rien. C'est le fameux, il n'y a plus rien. D'ailleurs, quand ça se passait, on n'a pas vu grand-chose. Je pense qu'il doit animer certains comportements. Mais on doit toujours rester responsable. Et je pense que la responsabilité nous appartient tous d'abord de préserver nos vies. Par exemple, hier, j'ai appelé à Boaké, on m'a dit que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc ça veut dire que nous sommes... Voilà, le virus aussi bouge. Ça veut dire que nous sommes en plein là-dedans. C'est peut-être, vous l'avez appelé au communiqué, on peut reprendre les communiqués. Mais d'ores et déjà, avant de reprendre les communiqués, sachons demander à tout un chacun d'entre nous d'être d'abord responsable de sa vie. Parce que c'est chacun qui préserve sa vie et à la fin, toutes les vies sont préservées. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais à l'heure où nous sommes, où déjà toutes les personnes sont en train de converger vers... Ils sont déjà en position de Voilà, ils sont déjà en position, merci de le dire, ils sont déjà en position de le tir. Faut-il concéder cela et puis ensuite s'attendre à prendre toutes les mesures qu'il faut pour essayer d'atténuer encore la propagation du virus? Oui, vous avez raison. Il faut, le mal, on peut dire le verre est dans le fruit, mais il faut limiter les dégâts. Oui. Vous avez parfaitement raison. Si ça a commencé déjà, il est intéressant déjà de commencer à voir comment limiter les dégâts. Au sens où, s'il faut faire des sensibilisations, comme l'a dit madame, par des communiqués globaux nationaux, mais en même temps intervenir sur le terrain. C'est-à-dire que tous les lieux de rassemblement, il devrait pouvoir, ce serait possible de faire intervenir soit des forces de l'ordre, soit même, comme quelqu'un l'a dit, au village, il n'y a pas de policiers, mais faire intervenir soit les guides religieux ou les autorités locales. Quelqu'un l'a dit, on continue de penser que ça vient de France, ça vient d'Amérique, alors que ça est déjà là. Oui. Et dans ce brassage-là, même si, parce que quand ils vont arriver au village, on va dire qu'ici, au village, on n'en a pas. Mais on n'en a pas, ça veut dire que c'est ceux qui viennent qui vont ramener. Et aussi, ils vont dire, mais nous, on ne vient pas de France. Donc, vous voyez qu'on va toujours rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre ou stigmatiser quelqu'un d'autre, alors que le virus est bien présent et on ne sait pas s'il est déjà au village, s'il ne l'est pas, parce qu'il n'est pas forcément dans la transhumance des hommes, mais il est également dans les biens, dans les habits, dans l'argent, dans beaucoup de choses, de telle sorte qu'il peut être au village sans avoir été transporté par ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai que toujours dans ces mêmes élan de pouvoir faire de la sensibilisation à la responsabilité, on a l'aspect culturel, sociétal, même traditionnel. Comment réussir à déconstruire ce triomphe-là dans la tête des gens pour pouvoir leur insuffler véritablement ce sursaut de vie? Peut-être les effrayer, même si on ne le veut pas. Oui, parce que quand on dit à quelqu'un, votre survie en dépend, demain vous pouvez ne pas être là. Les fétiches. Voilà, bon, le fétiche, malheureusement, peu de gens y croient maintenant. Et pourtant, ils sont conscients de ça. Oui, mais voyez-vous, dans la vie, l'être humain est ainsi fait, hein, le comportement répond à la rationalité, à l'irrationalité. Vous avez raison, quand on dit à quelqu'un, si donc la mort, raisonnablement, rationnellement, on doit se contrôler. L'être humain est ainsi fait qu'il y a une part de rationalité qui veut qu'on se batte pour rester en vie, et il y a une part aussi d'irrationalité qui veut qu'on vive intensément. De telle sorte que, je l'ai dit, si l'alcool intervient par là, l'irrationalité prendra toujours le pas sur la rationalité. Parce que l'être humain est fait de pulsions, d'instincts, de désirs qui l'amènent à vouloir tout de suite, maintenant, et dans n'importe quelle condition. Et il est fait aussi des raisons qui l'amènent à réfléchir, à reculer, à se poser les vraies questions et à voir à quel prix on peut préserver la vie. Donc les deux dimensions sont dans l'être humain. Prions que ce soit, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est à la fois démon et ange. Prions que ce soit sa partie ange, sa dimension ange qui prenne le pas. Alors, OK, vous avez évoqué tout à l'heure la surveillance. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment être ce gendarme-là sur le terrain, aller vers les populations, voir s'il n'y a pas trop d'affluence dans tel ou tel endroit? Est-ce qu'il faudrait être aux côtés de ces populations-là durant toutes ces fêtes et ce jusqu'à lundi, mardi? Lundi de Pâques, oui. Oui, autant faire cet effort-là, parce que si l'homme peut se contrôler, s'il a le self-control, oui, mais s'il n'a pas le self-control, c'est une responsabilité à nous tous, c'est notre responsabilité à tous, parce que l'aider à se préserver, l'aider à préserver les autres, c'est nous tous qui nous préservons en même temps. Ce
virus a cet avantage-là que il nous empêche de nous retrouver au sens d'être proches les uns des autres, mais en même temps aussi, il nous rend solidaires au sens où tous les actes que nous posons, qui sont des actes individuels, deviennent en même temps des actes de santé collective. C'est-à-dire que je me protège, ça veut dire que je vous protège. Je prolonge ma vie, ça veut dire que je prolonge la vôtre. Et donc, si les gens ne le font pas spontanément, pourquoi pas? On a ce devoir-là de solidarité, on a ce devoir-là de surveillance, on a ce devoir-là aussi d'assistance. Parce que c'est comme si on faisait ce qu'on appelle en droit la non-assistance à personne en danger. Voilà, je vais voir quelqu'un qui est ivre, qui va essayer de donner de l'accolade à tout le monde, aller un peu partout. On ne peut pas le laisser en rire. On sera obligé, comme vous l'avez dit, soit le gendarme, soit nous-mêmes jouer au gendarme, de telle sorte que la responsabilité individuelle, si elle n'est pas assurée, ben, il appartiendra à la responsabilité collective de prendre le relais. Et justement, cette responsabilité collective nous intéresse hautement et fortement parce que, comme Thierry l'a évoqué, aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade où on pourrait sursoir cette célébration. Voilà, l'eau est déjà versée, comme pour ainsi dire, on ne peut pas la ramasser en tant que telle, mais on peut essayer de baliser. À ce niveau-là, la responsabilité étatique pourrait essayer de résorber les choses de quelle manière véritablement? Bien, moi je pense que concrètement, si nos autorités traditionnelles ont encore du pouvoir, tout à l'heure il parlait de fétiche, autorité, bon, parce qu'aujourd'hui il y a une crise d'autorité. Voyez-vous, même aujourd'hui en France c'est la même chose, leur crainte c'est de dire on ne peut plus accepter un confinement, les jeunes veulent vivre, etc., etc. Ça fait 1 an, on est fatigué. Bon, voyez-vous, c'est quelque chose que nous découvrons tous, une manière de vivre à contre-courant. Parce que vivre, c'est aussi la société, c'est être avec les autres, c'est se sentir. Bon, malheureusement, ce virus vient contredire tout cela. Donc, face à quelque chose qui est nouveau, face à quelque chose qui est incertain, face à quelque chose qui occasionne la mort, on est obligé de redoubler de vigilance. On ne peut plus réfléchir avec les schèmes classiques de la vie. On est obligé de réfléchir avec des schèmes de crise. À la situation de crise, comportement de crise, réaction de crise, communication de crise, sensibilisation de crise, responsabilité aussi de crise. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde accepte que c'est une crise mondiale. Comme on le dit, quand quelque chose arrive à tout le monde, vous ne pouvez pas vous sentir victime. Vous ne pouvez pas dire je suis victime, donc je n'accepte pas. Non. Vous vous mettez dans la chaîne solidaire mondiale et vous essayez de poser les actes les plus responsables possibles pour vous-même et pour tout le monde. Et pourquoi pas, on pourrait passer par les enfants, parce qu'aujourd'hui, parfois, les enfants nous sensibilisent mieux que nous-mêmes. Parce que quand ils commencent à dire « Papa, mais tu n'as pas lavé les mains, papa, tu n'es pas resté à distance, papa, tu as toussé », peut-être aussi, on va penser à cela, que les enfants aussi doivent être sensibilisés, parce qu'eux, ils sont spontanés, ils croient aux choses. Nous, on doute, mais eux, quand on leur a dit « c'est comme ça », ils n'en démordent pas. Ça pourrait aussi nous aider, une sensibilisation par nos propres enfants. Bien sûr, une sensibilisation par nos propres enfants. Avant de terminer avec vous, la fête de Pâques, nous, est une goutte d'eau dans la mer, hein, avec tout ce que nous avons comme célébration, que ce soit chez nous en Côte d'Ivoire, même partout dans le monde. Aujourd'hui, avant de terminer, vous pensez qu'il faut être résilient, on va vivre avec cela, on est obligé de faire avec, mais surtout de se protéger. Oui, vivre avec, oui, mais vivre en responsable, vivre avec responsabilité. On ne nie pas la réalité. On n'en fait pas une obsession, c'est-à-dire on ne vit pas de manière obsessionnelle, parce que vous-même, vous en savez quelque chose. Laver les mains, ne pas toucher ceci, et la tasse, et la porte de bus, et la porte de bac, et même notre propre voiture. Quand on la gare, on ne sait pas qui est passé par là, qui a touché. Le mécanicien y est monté, il est descendu. Notre servante, elle allait faire des courses, elle allait au supermarché. Voilà, on devient complètement paranoïaque. Ça aussi, on ne cédera pas à cela. Parce que mourir du virus ou bien mourir du stress ou de la parano, mourir, c'est mourir après tout. Et il faut certainement pas mourir, ça c'est sûr. Voilà. Nous, on veut franchement que vous... Donc, pensez à équilibrer les choses. Tout à fait, tout à fait. La célébration, oui, mais on peut la faire en respectant les mesures de distanciation, les mesures barrières. Pour revenir sain et sauf, il faut juste de la volonté et surtout de la responsabilité. Merci infiniment, monsieur, d'être passé sur notre plateau. Et puis, en avance, bonne fête. Merci beaucoup, bonne fête. À consommer avec modération. Oui, tout à fait. Restez avec nous. Merci beaucoup. Allez, nous, on va passer à cette dernière ligne droite de cette émission avec nos différents invités dans le JT de la matinale.
Voilà, nous sommes de retour. Exactement, nous sommes de retour et nos invités aussi s'installent au fur et à mesure. Là, on a Hilary qui fait son entrée. Maintenant, vous allez le découvrir dans quelques instants. On a Kapégique aussi qui est là. Et puis, sans oublier que Méliane Cuny aussi est déjà dans ce studio. Là, on va la retrouver dans quelques instants. Après, le vrai ou faux. Même pour l'heure, on démarre comme à l'accoutumée, hein, les vendredis, avec le JT Croquier. Bonjour Hilary. Bonjour, comment ça va? Ça va. Super. Allez, c'est parti. Prémature Hachi confirmé. Le peuple entier peut appeler le Iowa Orchestra ou le Indie Orchestra pour fêter. Patrick Hachi, Jérôme, un de leurs, vient d'être confirmé à la primature le 26 mars dernier comme chef du gouvernement. Il faut savoir qu'il est né le 17 novembre 1955 à Paris. Oui, vous avez bien lu, à Paris. Il a été ministre des Infrastructures économiques en 2000 et 2017. Il a été président du Conseil régional de l'armée. Il a été secrétaire général de la présidence, ensuite ministre d'État. Il prend la tête du gouvernement donc, en 2021, d'abord par intérim, à la suite du décès de Ahmed Bakayoko, puis obtient la confirmation à son poste. Qui est, avec ce long CV-là, comme un basketteur américain, on peut le dire, Patrick Hachi est vraiment assis. Assis, c'est aussi un autre nom, Ati. En tout cas, félicitations. Félicitations. Ah, ça veut dire quoi? Assis, c'est aussi un autre nom, Ati. Ah oui, Assis. Voilà, Assis et Hachi. Donc c'est toute la grande région de Lamé hein, qui est sollicitée. Oui, Hachi et Assis. Ouais. Attaque en Côte d'Ivoire. Des djihadistes se signalent dans le nord. Pour une deuxième fois, une position militaire a été attaquée à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina. Suite à la furie meurtrière des djihadistes qui, aux premières heures de ce lundi 29 mars, ont attaqué. Bilan, 3 morts et 6 blessés. Il faut préciser que ce même dispositif avait été attaqué par des assaillants des mois plus tôt. Avec ces attaques fréquentes au nord, les djihadistes comptent-ils prendre le nord? En tout cas, on considère qu'ils ont perdu déjà le nord. Ça, c'est clair. Mais on n'est pas prêt aussi à leur concéder le nord, hein, ça c'est sûr. Mali, grave accusation de l'ONU contre la France. Dans un rapport circonstancié, l'ONU, pour une fois, foulant au pied les circonvolutions diplomatiques, accuse Barkhane, la force française au Mali, d'avoir, au cours d'un bombardement, tué des civils à Bonti. L'opération a coûté la vie à 22 personnes. Ce que refute le ministère français des Armées qui rejette toute idée de bavure, arguant que les cibles étaient des djihadistes. La polémique bat donc son plein. Quand l'ONU décide de mettre les choses à nu, ça donne ça. Bimani, ça tue ou ça tue. C'est sans doute le dernier régime le plus dictatorial au monde, mais la junte militaire au pouvoir en Birmanie depuis le 1er février continue de tuer. Et à ce jour, 500 militants pro-démocratie sont tombés sous ces balles. Les hommes du général Ming Aung Hlaing, excusez-moi, hein, son nom est comme ça, voilà. L'homme à l'origine du coup de force ont déjà, à leur macabre décompte, autant de morts. Aussi comme mesure de rétorsion, la communauté internationale, à travers l'Union européenne, a gelé les avoirs de 10 dignitaires du régime meurtrier. Ces derniers ont donc une interdiction de se rendre ou de transiter par les pays de l'Union européenne. Que dire? Il n'est pas bon d'être birman actuellement, car comme on le dit dans les rues, ça ment en Birmanie. Bon, l'ONU, on peut faire plus que ça, hein, parce que là, il s'agit de préservation de vie. On ne sait pas à quel niveau de décompte on commence à vraiment apporter des soins, soit dit en passant. Bien sûr. Merci beaucoup, Hilary. Maintenant, on passe au JT Slamé avec le sieur Kapégique. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Ce n'est un secret pour personne. On est tous au courant que l'État a été bousculé ces derniers temps. Pour remonter la pente, un remaniement ministériel a été décidé pour remettre la machine sur les rails. Et pour piloter l'équipe, M. Patrick Hachi a été confirmé au poste de Premier ministre. Mardi, à l'hémicycle, c'était au tour des députés d'effectuer leur entrée et le bara va débuter. Il s'agissait d'élire le président du Parlement. M. Amadou Soumaoro a été reconduit président. Comme on le voit, au sommet, ça s'active. Dépoussiérer les dossiers. Les vacances sont finies. 2 attaques en moins d'1 an. Joe, ça devient inquiétant.
Trop de bruit à Kafolo, qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Dans le nord de notre pays, les balles sifflent trop ce lundi 29 mars, matin de sitôt. Des forces de l'ordre attaquées, au moins 3 ont pris des baies. Paix aux âmes des victimes, mais on reste toujours debout. On ne doit pas laisser le terrorisme prendre ses bases ici. On est au Koyi et toi, djihadiste, tu as menti. On ne va pas laisser le terrorisme prendre ses bases ici. On est au Koyi et toi, djihadiste, tu as menti. Ce mercredi à Yopougon, c'était jour férié. Finale du procès de leur Woody, leur guerrier. Jugé depuis 10 ans, et son fils Blé Goudé, un long métrage, les gars étaient dégoûtés. Ça allait finir quand? On n'en avait aucune idée. Tellement Bensouda faisait appel, elle avait trop d'unité. En liberté provisoire depuis un certain temps, avant-hier, les juges ont confirmé l'acquittement. C'était gâté à Mama, au menu du Rick Bagbo. En tout cas, au pays, on ne veut plus entendre les bars, les beaux. 2 matchs, 2 victoires, c'est le bilan des éléphants. Sur leur dernière sortie, voilà, on est fin. Vendredi dernier, c'était face au Niger. Devant un Aurier inspiré, le MENA a pris cher. 3-0 dans leur corps, c'est pas petit boucan. On a transformé leur stade en gabadrome géant. Mardi à Ebimpe, c'est Éthiopie qui a pris KO. Devant la fusée qu'on appelle Jean-Édouard Kwasi Crespo. On a montré aux Éthiopiens, sous un soleil de plomb, qui n'ont qu'à blé-blé. Football, c'est pas marathon. Adversaire, arbitre, tout le monde a pris des baies. Nos Mogos ont mouillé le maillot. Voilà, et c'est pas un débat. Bravo à notre équipe, qualifiée pour la CAN. Ramener une 3e étoile. Yes, we can. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Belle inspiration, hein, franchement. Merci. Abidjan, il y a de quoi être inspiré. Hein. Ah oui, ça, c'est chaque jour à nouveau. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a Capégique, voilà, très inspiré aujourd'hui. Moi, j'ai été même plongé dans ce qu'il est en train de nous proposer. Elle va nous plonger aussi dans tout ce qui est vrai ou faux lorsqu'on part sur le net. Elle, c'est Miliane Cuny qui vient juste après, sans jingle. Et oui, elle a cette facilité et cette dextérité de démêler le faux du vrai. Aujourd'hui encore, elle est là pour nous instruire sur tout ce qui se serait dit de faux surtout. Bonjour Méliane, bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Angèle. Bonjour Mélie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons partir pour la solution du VIH-Sida. D'accord. Oui, on est fatigué du VIH-Sida, donc on a décidé de trouver une solution. Et on nous dit comme ça que le jatropha, le jus de jatropha nous guérit du VIH, ce qui c'est faux. D'accord. Voilà, la plante existe, c'est vrai que tout ce qui est plante apporte un mieux-être à l'organisme, mais non, le jus de cette plante-là ne fait pas de miracle, ne guérit pas. Et puis, bon, c'est clair qu'on garde toujours espoir hein, de trouver un vaccin contre le VIH-Sida. Mais bon, cette plante aussi, si elle servait beaucoup à quelque chose, je pense que toutes les plantes ont déjà été coupées pour essayer. Toutes les plantes ont été coupées. Concernant le VIH-Sida, quoi. La tisane ou le jus permet de mieux se sentir. Oui. Mais rien n'y prouver que ça a un impact. C'est un relaxant, tout ça. Voilà. Ne buvez pas ça. Il faut arrêtez de penser que ça va guérir. Voilà, adopter des protégez-vous, c'est mieux. Voilà. Hein, voilà. Des comportements sains. Et la deuxième information, nous sommes toujours dans cette vague avec la Covid. On nous dit comme ça que le pape aurait interdit le vaccin. Ouais. Monsieur, il souffre un peu quand même. Son dos est large. Il souffre. Donc là, comme ça, on dit qu'il a fait une publication pour dire qu'il ne faut pas se faire vacciner ni en Amérique, ni en Afrique, un peu partout. Mais c'est faux. La preuve, on est allé sur son compte Twitter francophone. Rien n'est mentionné sur ce compte Twitter-là. On est allé sur le Twitter anglophone. Là encore, il parle des bienfaits du vaccin. Donc, on arrête de nous dire que ce bon monsieur est en train d'interdire le vaccin et tout. Chacun cherche une solution pour ne pas se faire vacciner.
Donc, à éviter. Oui, ça y va de la responsabilité personnelle. Et pourquoi tu vas te faire vacciner? Ben oui, en plus. Ouais. Et ici, il faut le rappeler encore, c'est bien la répétition pédagogique. On l'a déjà dit, pour avoir des informations certifiées, il faut quand même aussi être observateur. Et les comptes maintenant sont certifiés. Oui, le compte certifié. Ce qui est avec le souverain pontife, c'est qu'il y a le compte en français, en espagnol, en anglais, même en arabe. Sur Twitter, donc vous avez la possibilité de vérifier toutes ces informations. Donc dès qu'on vous dit, allez vérifier, il fait un tweet chaque jour, au moins un tweet chaque jour, donc vous pourrez avoir vérifier avant de partager éventuellement des fausses rumeurs. Et des informations aussi à retrouver sur le site du ministère de la Santé, chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Une autre information, on parle d'interdiction de survoler la Centrafrique, l'interdiction à la France et à la MUNACI, voilà. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Il n'a jamais été interdit justement de survoler. C'est une information trompeuse. La bonne information, c'est qu'il est interdit de survoler à tous les pays, sauf en cas d'autorisation. Je veux dire, en ce moment, ils sont en mode confinement en Centrafrique. Donc pour venir... Ils ont confiné même l'espace aérien. Ah, ils ont confiné le pays. Donc pour venir en Centrafrique, il faut une autorisation. Covid doit avoir peur de l'air. Voilà. Ils ont confiné tout le pays. Voilà, donc... En bas comme en haut. En bas comme en haut, ils sont confinés. Ils vont avoir une demande d'explication du Seigneur. Donc c'est une information trompeuse de dire que c'est interdit uniquement à la France et à la MUNACI. Non, 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 c'est tout le monde. Seulement que si vous avez une autorisation, vous pouvez venir. Si vous ramenez des médicaments, vous ramenez des choses, vous pouvez venir, mais arrêtez de... D'accord. Une autre information, on nous dit que les vaccinés sont 2 fois plus dangereux que les non-vaccinés. C'est-à-dire, lorsque tu commences à faire la maladie, que tu n'es pas vacciné, tu es moins contagieux que celui qui est vacciné. Mais c'est faux. Dis donc, non. Genre l'imagination très et futile, j'ai envie de dire. Tout ça pour décourager contre le vaccin. Donc, il faut faire très attention, éviter de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et la dernière information, toujours avec la Covid, on nous dit comme ça que le protocole Covid est déshumanisant. Une femme qui accouche est séparée de son enfant, et en plastique et tout. Mais c'est vrai que cette vidéo existe. C'est vrai que l'acte, c'est vrai, mais ce n'est pas un protocole Covid. Vous voyez, lorsqu'on fait les césariennes douces ici en Afrique, on a un drap vert qu'on met sur les pieds de la maman pendant qu'on fait... on extrait le bébé et autres. Mais chez eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas un pagne vert, mais ils ont un tissu transparent. Oui. Donc, pour permettre à la mère de voir comment ça se passe, de voir comment son bébé sort et tout. Donc, c'est ça qu'on a récupéré et on a attribué au... Et c'est de l'avancée, hein, parce que ce serait bien d'en avoir ici, parce que je puis vous dire que la rencontre, quand elle est proche comme ça, l'excitation au paroxysme, on n'a pas envie qu'un tissu vienne cacher le visage. Avec le sourire. Dans mes nostalgies. Ça date. Hein, c'est pas fini. Mais oui, on va rééditer. Qu'est-ce que vous croyez? On va rééditer. Et comment? Et comment d'ailleurs? Merci beaucoup, Méliane. Merci pour toutes ces informations. Donc, faites attention à tout ce que vous avez sur le net. Il faut bien regarder. N'oubliez pas qu'il y a ces logiciels comme ça pour certifier des informations, des images et tout. Merci, Méliane. Merci. Excellente journée. On la raccompagne ou reste? Ça va? Elle peut rester? Oui, pas loin. Elle reste juste à côté, pas loin. Pas loin. OK, merci beaucoup, Méliane. Alors, on va poursuivre avec un reportage à vous proposer. On parle de lutte traditionnelle dans d'autres pays, par exemple comme au Togo, à Kara, au nord, eh bien, c'est l'Evala. Au Sénégal, c'est le Lamb. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, un pays où est pour découvrir la lutte traditionnelle. Si les dimanches à Bamako, au Mali, sont des jours de mariage, ce n'est pas forcément le cas à Nidrou, dans le département de Koubli. Ici, les dimanches sont mis à profit pour des moments de réjouissance à travers la lutte traditionnelle. Depuis longtemps que nos parents ils ont commencé à faire une lutte traditionnelle. On fait ça pour qu'on ambiance les parents au village. Donc, on est là pour organiser toujours, chaque dimanche. Ceux qui ont le droit de cesse, uniquement les robés. Les femmes ne luttent pas, les femmes viennent pour assister. De 13h à 18h30, l'une des plus grandes places publiques du village accueille la compétition de lutte traditionnelle. Dans l'arène s'affrontent 2 groupes de lutteurs.
Chaque groupe est coaché par un préparateur mystique qui transmet son savoir-faire à ses poulets. Je donne tous les mouvements à mes joueurs. Il y a un médicament. Quand on rentre en brousse, c'est moi-même qui ai préparé le médicament et puis mes joueurs, ils se prennent. C'est nous qui sommes rois ici. On est forts. Le rôle des tapeurs de tambour n'est pas à négliger. Ces tapeurs encouragent les lutteurs. Lors des combats, il nous a été donné de remarquer les surveillants de l'espace de bataille. À l'aide de chicottes, ils maintiennent l'ordre et usent parfois de gestes effrayants afin de faire respecter les limites du rectangle. La lutte traditionnelle à Nidrou, c'est aussi les supporters qui mettent l'ambiance à chaque victoire. Celui qui vient de terrasser son adversaire se fait appeler le miroir des femmes de Nidrou. Miroir des jeunes filles, le seul miroir de Toubadrou. Moi, ça me fait 3 ans que je suis dedans. Moi, je suis un grand lutteur. De plus encore, je suis obligé d'entraîner mes petits frères aussi. S'il est tombé à terre, là, on lui a gagné. Là, les gens qui sont en train de toucher là. S'il prend quelqu'un comme ça pour le terrasser, il a gagné. Et puis les femmes commencent à danser. Et après, si ça ne va pas, et s'il luttait jusqu'à, on peut lui dire, on dit, bon, ça va, 5 minutes. Si ça ne va pas, on dit, bon, vous attend le prochain. Tenez-vous bien, ici, le gagnant d'un combat de lutte traditionnelle ne reçoit aucune récompense. Si un lutteur gagne, on ne lui donne rien. Mais c'est le nom. C'est le nom que lui là, c'est un vrai lutteur. Voilà, on peut le prendre aussi, envoyer ailleurs. C'est comme ça. Si la majorité des habitants de Nidrou apprécient ces moments de lutte traditionnelle, ce n'est pas le cas pour tout le monde. La lutte me plaît, ça anime le village. C'est une bonne chose au fait. Il y a la cohésion, en tout cas la paix, tout ce qui est les bonnes choses. Après l'école, quand je viens regarder la lutte, je suis contente, je suis en paix, je suis en joie. La lutte nous apporte un rassemblement pour tous les 8 villages. C'est en fonction de cette lutte-là qu'on se réconcilie. Il faut que la réconciliation, la paix, main dans la main, continue. Moi-même, je n'ai pas. Je n'ai jamais regardé. C'est ma première fois de venir. De toute façon, je vois qu'ils sont à taper les gens, puis faire que moi, ça me fait mal. Ils vont te faire tomber ton bras qui va se casser. Ou même c'est ton cou qui va faire tout. Ça ne connaît pas. Pour notre part, nous retenons que ces combats mobilisent les communautés villageoises sans distinction d'ethnie ni de bord politique. C'est un facteur de rassemblement et de cohésion. Ce soir, les quartiers Kwao, qui regroupent majoritairement les ressortissants de Fakobli, et Kaye, ceux de Kwibli, se séparent sur un match nul. Conscients que la lutte traditionnelle dans le Guémon draine du monde, des cadres veulent en faire des attraits au plan touristique afin que cette activité culturelle contribue au développement. La lutte traditionnelle, j'ai vraiment mal au cœur parce que c'est un sport qui draine du monde par le passé. Ici, en pays, ouais, les gens quittaient le Zélabaon, venaient ici, bon, les peuples se rencontraient. Et puis ça luttait. Et il y avait du monde. Mais les données ont changé. Si vraiment l'État même pouvait quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans la région. Je regarde une chaîne sénégalaise. La lutte traditionnelle sénégalaise, ça fait du monde. C'est comme au stade de Fort-Boyenne. Les gens viennent et vraiment les gens se rencontrent, ça joue, ça s'amuse. Je voudrais que ça se passe ici chez nous. C'est une question d'organisation. Je vais voir des frères qui sont sportifs ici. Du côté de Fakobli, j'ai un de mes gars qui est là-bas, Néméa, qui est sportif. Et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. Bon, si je prends le côté du Yokwe, il y a l'honorable Gloire Priva qui est le médiateur de l'Africa, qui aime le sport également. Si j'appelle tout ce monde-là, je pense qu'on peut mettre sur place quelque chose pour donner de la valeur à la lutte traditionnelle. Ouais. De portée ludique et culturelle, la lutte traditionnelle est un sport favori, également pratiqué au Niger et au Sénégal.
Et voilà, et cette lutte qui transcende les frontières et se place au firmament même des grandes compétitions internationales, à l'instar des Jeux, on va dire, olympiques qui se baladent ça et là dans diverses contrées. Mais bon, du fait de la Covid, on n'en entend pas parler en tant que tel, mais ça existe. Et là aussi, c'est nos us et coutumes qui sont à perpétuer, à vraiment... franchement, il faut qu'on en prenne soin parce que autour de ça, on a une belle émulation qui crée une cohésion et un épanouissement sociétal. Tout le grand ouais est salué, en tout cas aujourd'hui, pour cette matinale. Le clin d'œil vous est fait. Alors, je vous en prie, je vous en prie. Alors, on va... Justement, ils sont représentés chaque matin, hein, du lundi au vendredi. C'est une fierté. Donc, voilà, on peut s'en réjouir. Et se réjouissant, on parle aussi de repas. Et donc, on va passer maintenant à table avec notre petit-déj. Alors, aujourd'hui, dans le petit-déj, permettez que je cite, vous aurez en entrée la tartare aux crevettes, de dessert, on aura des cakes aux fruits secs et un jus d'hibiscus. Hibiscus, là, ça c'est en français. Bissap. Sinon... C'est bissap. Voilà, c'est bissap. Bonjour, chef Oro. Bienvenue. Ça va bien? Très bien, ça va. Ok. Super. On Chef commence. Oro, j'aime bien sa posture, hein, à l'instar des grands soldats. C'est un soldat culinaire et on apprécie toujours. Il a cette, on va dire, ce petit truc de sophistiqué dans ses appellations de repas. Maintenant, on va les décortiquer. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Merci. D'abord, comme entrée, on aura un tartare de crevettes. Et comme dessert, on aura un cake aux fruits secs. Et comme boisson, on aura un jus d'hibiscus. On va démembrer tout ça et savoir les différents ingrédients. OK. Et le tartare de crevettes, on parle de tartare lorsqu'il s'agit de viande, de poulet, de crustacés hachés et qui est mélangé avec des légumes crus. D'accord. Voilà, c'est tout ce mélange qu'on appelle un tartare. On peut avoir un tartare de bœuf, un tartare de poulet, un tartare de saumon, un tartare de crevettes, de crustacés. OK. Voilà. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour ce mélange de légumes? C'est un mélange de plusieurs légumes. Oui. Voilà, on a du maïs doux, on a de la courgette, on a du concombre, on a aussi des feuilles d'oignon qu'on appelle de la ciboulette. Oui. Voilà, on a des brunoises de pommes de terre. Voilà, c'est l'ensemble de tous ces légumes-là avec de la chair à crevettes qui ont été mélangées. Pour élément de liaison, on met légèrement un peu de mayonnaise. C'est facultatif. On met de la mayonnaise pour pouvoir donner cette belle coupe. On peut aussi décider de ne pas mettre de mayonnaise. Ça, c'est comme je le dis, c'est facultatif. Voilà. Alors, bon, de ce que je peux savoir, hein, qui parle de tartare, par d'éléments crus en tant que tels, c'est dire que la chair de cette belle crevette-là, elle est crue. Pour des personnes qui seraient réticentes, comment faire passer la chair crue finalement dans leur esprit? Merci. Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments de cuisson, il y a plusieurs modes de cuisson. Quand on parle des crustacés, on peut les manger crus, mais ils ont un temps de cuisson qui est vraiment maîtrisé. On a trempé les crevettes dans du vinaigre et du sel et du citron. Ces trois éléments vont cuire les crevettes. Très bien. Voilà. OK. Ce côté acide-là va cuire. Ce côté acide va cuire les crevettes. Donc, il y a vraiment on peut pas faire être... pareil pour le poisson. Et pour la viande, ça dépend de la partie de la viande. Si c'est un filet de bœuf, on peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça, sans le mélanger avec du citron et autres. On peut le prendre comme ça. En tout cas, moi, j'adore hein, le tartare de viande. Ouf. Voilà. Quel délice. Allez, on passe à l'autre assiette. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédient pour confectionner ce biscuit? Et là, ce sont des cakes. Des cakes, on aura besoin du beurre, des œufs, du lait et puis de la farine et du sucre. La particularité de ce cake, c'est qu'il est fait avec un peu de fruits secs, qui sont des filets d'amandes, des noix de cajou et des raisins secs. Voilà. Combien de temps pour le cake? Le cake prend environ 25 minutes de temps de cuisson 25 et 10 à 15 minutes de temps de préparation. D'accord. Voilà. Et à côté, bien sûr, on a cette boisson que nous aimons bien, on connaît bien, le jus
d'hibiscus. Méliane, qu'est-ce que c'est? C'est du bissap. On ne va pas faire long, ce qui est court. C'est du bissap dans le verre. Et puis voilà. Oui, parce que et ce bissap-là, justement, nous permet de recevoir une de nos fans les plus assidues, les plus actives de la toile. C'est Madame Nieto Okwadwo Chantal qui vient maintenant sur le plateau. J'ai envie de l'applaudir parce que franchement, quand on dit quelqu'un aime quelque chose, la dame, elle aime fortement cette émission. Bonjour Madame, bienvenue. On la reçoit en chantant ou bien ça va? Oui, aujourd'hui on n'a pas eu de notes. Parce que c'est Matin Bonheur qui est bon. Voilà, c'est Matin Bonheur qui est bon. Toujours, vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Super. Alors, oui, ça va super bien. On est là et on a le sourire. Méliane est là, tout le monde est là. Voilà. Alors, Matin Bonheur, on sent que vous aimez bien. Vous nous avez démontré. Qu'est-ce que vous aimez précisément dans Matin Bonheur, concrètement? J'aime tout. Toutes les rubriques, en tout cas. J'aime toutes les rubriques. Vous aimez tout. Plus le côté santé, parce que moi, je suis de la santé, donc ça me permet de plus m'améliorer encore. Ah, c'est super. En tout cas, c'est ce qu'on veut apporter. Et aujourd'hui, c'est vraiment un petit présent qu'on vous fait d'être là et de partager ce beau mets-là qu'a proposé le chef Oro. On va gentiment lui demander d'apporter les assiettes. Vous allez tester. On sait que vous êtes très bonne chanteuse. Vous êtes assidue devant la télévision. Vous êtes une bonne travailleuse au niveau sanitaire. Maintenant, vous allez tester les plats pour nous. Mettez-vous à l'aise. Ben oui. Chef Oro, qu'est-ce qu'on a en noir là pour la déco? C'est quoi? C'est une réduction de vinaigre balsamique. D'accord. Ouais, chef ça c'est une sauce... non, les sauces de chef Oro là. Après d'autres, c'est saucellerie. Pardon, c'est bon. Merci. On va laisser la maman manger. Madame Nieto, nous sommes suspendus à vous pour... Ah, on va dire non pour la forme. OK. On va dire non pour le fond tout à l'heure. OK. Chef Oro, il est là, il est attentif comme si c'était son examen de fin de formation, mais il est bien formé déjà. Encore, oui. Ça me donne l'envie de vider l'assiette, c'est tellement bien fait. Ah, mais voilà. En tout cas, vous allez vider, ne vous inquiétez pas, on va rapidement terminer l'émission. Mais il pourra apporter aussi le jus, le cake, et c'est sûr qu'après, il pourra prendre... le cake avec tous les bons ingrédients à l'intérieur. Bon, bissap, c'est bissap ou bissap de chef Oro, c'est particulier? C'est particulier. D'accord. Madame Nieto, au goûter, vous allez nous dire cette particularité dont il parle. Tout le monde connaît. Il y a quelque chose dans bissap là. Chapeau. Ah, voilà. Bravo, chef Oro. Merci infiniment. OK, on peut goûter rapidement le cake là? Pour voir. Cake aux fruits secs. Le chef Oro, vous comprenez? Oui, chef Oro, il est dangereux. OK. Ça peut aller? Ça va. Ça peut aller. Ça va. Merci. Alors, Madame Nieto, vous êtes mère de famille, vous l'avez dit. Combien d'enfants? 4. 4 enfants, des petits-enfants? Oui. Ah, super. C'est sûr qu'ils vont en avoir quelques petits cakes. Mamie va envoyer du cake pour aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas ici. Ah, d'accord. Mais ce sera en esprit. C'est ça. Amour voyage. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous et surtout de suivre Matin Bonheur. C'est comme ça, tous les matins, on est là pour faire plaisir aux populations. Et si vous aimez, vraiment, merci du fond du cœur pour cette considération hautement distinguée. Tout à fait. Alors, merci en tout cas infiniment. Méliane est là aujourd'hui. Je ne l'entends pas. Qu'est-ce qui se passe, Méliane? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle a le regard. Oui. Non, t'inquiète. je me retiens de bondir sur l'assiette. Aujourd'hui, je suis obligée de me retenir. Est-ce que tu connais Madame Nieto? Oh, c'est ça. C'est Matin Bonheur qui est bon, c'est ça. C'est Matin Bonheur qui est bon. Il ne faut pas franchir les limites. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on se retient. Oui, c'est vrai. J'ai promis à Ange de ne pas toucher, donc je ne touche pas. Ben, c'est bien. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, chef Oro, pour cette belle proposition. Merci à toutes les personnes qui se sont succédées sur ce plateau aujourd'hui pour apporter leur contribution à divers niveaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, bien évidemment. Bien sûr, on va se retrouver donc lundi. Bonne fête de Pâques. Alex, rapidement, on va saluer les parents au cœur bleu et faire un petit rappel qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Merci à Jacques Brou, le réalisateur de cette émission qui a été avec nous toute cette semaine. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur. Et comme Mme Nieto le dit, c'est Matin Bonheur qui est bon. Toujours. À lundi.